Bienvenue dans ce nouveau chapitre où aujourd'hui je vous propose de faire un petit cas pratique. L'idée c'est d'ancrer toutes les notions que l'on a vues jusqu'à maintenant, mais aussi de voir comment on va réfléchir avec React. Pour cet exemple, on va s'imaginer qu'on a une variable produit qui contient un listing de produits. Je vous le mettrai en description, mais vous pouvez aussi retrouver ça dans la documentation. Pour chaque produit, on aura la catégorie, le prix, est-ce que le produit est en stock ou non, c'est un booléen, et le nom du produit. Notre objectif ensuite, c'est à partir de cette variable de créer une interface qui va ressembler à ça. On va avoir un système de recherche qui va permettre de filtrer les produits et en dessous un tableau qui va les lister. Alors tout de suite, quand vous avez ce genre d'interface, la première chose que vous devez faire, c'est commencer à réfléchir au découpage que vous allez avoir sous forme de composants. C'est un petit peu comme quand on vous donne une logique complexe, vous la séparez en plus petites fonctions. Fonctions avec lesquelles il va être plus simple de raisonner. Mais c'est la même chose ici. Alors moi, je vois deux éléments principaux qui va d'abord être la search bar en haut, qui va permettre de mettre en place la recherche, et en dessous on aura le product table qui contiendra la liste des produits. Donc je me dis qu'il y a vraiment deux composants racines au niveau de mon interface. Ensuite, au sein de chacun de ces composants, je me dis qu'il y a quand même un découpage à faire. Typiquement, le champ, je vais créer un composant dédié, ce qui me permettra d'avoir l'apparence directement dans ce composant-là, et je vais l'appeler input. Pareil pour la checkbox, je vais me créer un composant de checkbox que je pourrais peut-être réutiliser plus tard dans le reste de mon application. Ensuite, je vais me créer pour la partie product table aussi deux sous-composants. Un product category row qui permettra d'afficher l'entête que l'on a pour chacune des catégories, où on aura le nom de la catégorie, et product row pour afficher une ligne dans mon tableau pour représenter le produit, avec le nom du produit à gauche et le prix. Donc là, ça me semble être un découpage valable. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est d'essayer de passer au code et de commencer à créer ces composants. Par contre, on va pour l'instant ne pas s'intéresser à l'état. On va essayer juste de faire quelque chose qui, visuellement, permette d'avoir cette interface-là. Histoire d'avoir une interface un petit peu plus sympa, au niveau de mon index.html, moi je vais choisir d'utiliser Bootstrap. Évidemment, vous pouvez utiliser n'importe quel framework, ça n'a pas d'importance ici pour cette vidéo-là. C'est juste pour vous montrer que, avec le découpage en composants, ça va être intéressant. Donc on va commencer d'abord par les composants les plus petits et ensuite on va remonter au fur et à mesure. Et je vais commencer par les composants de la search bar, c'est-à-dire l'input et la checkbox. Alors on pourrait créer nos différents composants ici dans ce fichier-là, mais moi je me dis que ce serait intéressant de séparer en plusieurs fichiers, histoire de rester bien organisé. Donc au niveau de mon architecture de dossier, je vais aller créer un nouveau dossier que je vais appeler Components. Et à l'intérieur, je vais créer un autre dossier que je vais appeler Forms pour mettre tout ce qui a trait au formulaire. À l'intérieur de ce dossier Forms, je vais créer donc mon fichier input.jsx. Dans ce fichier, je vais exporter ma fonction input avec un i majuscule. J'ai le droit de réutiliser des noms qui sont déjà utilisés par l'HTML, vu que ici j'utilise un i majuscule. Il saura faire la différence au niveau de React. Alors pour ce champ, de quoi je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin d'un placeholder pour pouvoir afficher du texte à l'intérieur. Je vais avoir besoin de la valeur. Et je vais avoir besoin aussi d'un onChange pour communiquer avec le parent lorsqu'on a changé la valeur à l'intérieur du champ. Pour l'instant, je me dis que c'est tout ce dont j'ai besoin. À partir de ces informations-là, je peux retourner mon input. Je vais partir du principe ici que je vais utiliser Bootstrap, donc je vais mettre ça dans une div. Je vais créer mon input. Je vais préciser que c'est un input de type texte. Et je vais rajouter une classe, donc attention à bien mettre class name ici, et on va l'appeler form-control. Ensuite, je vais pouvoir utiliser les propriétés que je reçois. Donc si les lignes sont un petit peu trop longues, ce que vous pouvez faire, c'est mettre les attributs à la ligne. Comme ça, ça permet d'avoir un petit peu plus de clarté. La value, ce sera tout simplement ce que j'aurai récupéré ici. Le placeholder, ça sera aussi ce que j'aurai récupéré au niveau du paramètre de ma fonction. Et pour le onChange, je me dis que c'est pas forcément utile de passer l'événement. Ça serait bien d'avoir un onChange qui recevrait directement la valeur du champ. Donc à ce niveau-là, je vais utiliser le onChange de mon input classique HTML. Je vais récupérer l'événement et lui demander d'appeler le onChange que je reçois en paramètre de la fonction et je lui passerai le e.target.value directement. Et ensuite, je ferme mon input. Ensuite, ce que je vous conseille de faire tout de suite et de prendre cette habitude-là, c'est d'écrire de la JSDoc pour expliquer à quoi servent les composants. Alors là, le composant a un nom qui est suffisamment compréhensible, donc j'estime qu'il n'y a pas besoin de mettre de description. Par contre, je vais en profiter pour préciser les types des paramètres attendus. Typiquement ici, je vais préciser que la value, ça doit être une chaîne de caractères, le placeholder doit être une chaîne de caractères, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est important parce que ça vous permettra de vous y retrouver beaucoup plus simplement par la suite.
Et là, je suis satisfait. On va aller créer un nouveau fichier au même niveau et cette fois-ci, on va attaquer la checkbox. Donc on va mettre checkbox.jsx, on va exporter une fonction qui va s'appeler checkbox. Et pour la checkbox, de quelle propriété on va avoir besoin? C'est un petit peu le même principe. On va avoir besoin de savoir si la case est cochée ou non. On va avoir un onChange pour détecter si la case est décochée ou cochée. Et ensuite, un petit label pour afficher les choses à droite. Au niveau de la structure HTML, je vais retourner une div. On va avoir un input qui va être donc de type checkbox. On lui donnera la classe, donc là c'est propre à Bootstrap, vous adaptez évidemment en fonction de votre situation. Ensuite, on va lui passer la propriété checked. Donc on va directement passer les paramètres. Et là, encore une fois, je vais aller à la ligne pour ne pas avoir des lignes trop grandes. Je vais aussi avoir le onChange et je vais lui dire, lorsque l'on change la valeur, je vais directement envoyer le booléen. Donc j'utiliserai le onChange que je recevrai en paramètre en lui passant e.target.checked. Et je ferme mon input. Je vais ensuite créer le label en dessous. Donc on va mettre un label qui aura comme classe form-check-label. Et à l'intérieur de ce label-là, je vais mettre le texte que je recevrai à ce niveau-là. Voilà, donc là j'ai ma petite structure pour ma checkbox et mon input. Je vais pouvoir créer maintenant le composant parent qui était le composant search bar. Alors ce composant-là, il n'est pas générique, donc je ne vais pas forcément le séparer. Je vais le laisser écrit ici. Plus tard, si je vois que j'ai trop de code, je séparerai dans d'autres fonctions. Donc je vais créer ma fonction search bar. Pour l'instant, je ne m'intéresse pas trop à comment on va communiquer avec l'extérieur. Je crée juste la partie visuelle. Et je vais retourner une div. Hop. Ensuite, je vais créer une div qui aura la classe, donc ça c'est propre à Bootstrap, encore une fois, MB3 pour espacer les choses. Et je vais utiliser mon composant input. Pour utiliser ce composant, il faudra l'importer en haut. Au niveau de cet input, il veut une valeur. Donc pour l'instant, je vais lui dire que c'est une valeur vide. Il veut un onChange. Pour l'instant, on va lui passer une fonction qui ne fait rien. Et ensuite, il veut un placeholder. Donc nous, on va mettre rechercher. Cette search bar, je vais tout de suite la brancher au niveau de mon application. À ce niveau-là, je vais retourner. On va mettre une div racine et on va utiliser notre composant search bar. Si je réactualise ma page à ce niveau-là, on voit bien qu'on a cette barre de recherche. Je peux peut-être en profiter pour ajouter une petite classe container pour séparer les choses sur le bord et rajouter un petit peu de marge en haut et en bas. Donc après notre input, on va avoir notre checkbox. Donc ici, on va utiliser notre composant checkbox. On va lui dire que par défaut, ce n'est pas coché, donc on mettra checked à false. Au niveau du onChange, pour l'instant, pareil, je ne sais pas quoi mettre, donc je ne mets rien. Et on va mettre un label, et le label, ça serait n'afficher que les produits en stock. Et on ferme notre checkbox. Et je vois que j'ai un petit problème d'espacement ici. Alors, vous avez la possibilité sur votre éditeur, normalement, de faire un contrôle-clic sur le nom des composants et ça devrait vous amener à la définition. Comme ça, ça vous permet de faire des modifications. Moi, ici, par exemple, j'ai oublié de mettre la classe form-check. Voilà. Donc là, on est pas mal. Le seul petit problème, c'est que dans le cadre de la checkbox, on ne peut pas cliquer sur le label. Pour connecter les deux éléments, il faudrait un ID. Donc je me dis qu'à ce niveau-là, en plus des autres propriétés, je pourrais recevoir l'ID. Pareil, j'ai créé un petit peu de JSDoc. Au niveau de l'input, je vais mettre cet ID-là. Et au niveau du label, on pourrait être tenté d'utiliser l'attribut for. Cet attribut, il n'existe pas. En fait, il rentre en collision avec le mot-clé for en JavaScript et on utilise HTML for. Voilà. Donc si vous voulez mettre un for, il faut utiliser HTML for et on va lui passer l'ID de l'input. Maintenant, au niveau de mon application, dans ma search bar, je vais donner un ID à cet élément et on va lui donner l'ID stocked. Si je clique sur le label, ça permet, vous le voyez, de contrôler la checkbox, mais qui ne se coche pas parce que le champ est contrôlé et on n'a pas géré pour l'instant le onChange. Donc on est bon pour la search bar. On va maintenant pouvoir attaquer la liste des produits. Encore une fois, on va commencer par les éléments les plus simples. Donc comme pour les éléments de formulaire, je vais créer un nouveau dossier pour tout ce qui a trait aux produits. Et on va commencer par le product row, qui va permettre de représenter une ligne dans notre tableau. J'exporte une fonction qui va s'appeler product row. Et cette fonction, je me dis, elle va recevoir en paramètre un produit. À l'intérieur, on va retourner un tr, vu qu'on sera dans un tableau. On va avoir un td avec le nom du produit, donc product.name. Et ensuite, on va avoir le prix du produit.
Sur l'exemple, les produits qui ne sont plus en stock vont apparaître en rouge. Donc il va nous falloir générer le style en amont, ou on peut aussi générer une classe que l'on va pouvoir utiliser. Moi je vais ici générer le style. Donc au-dessus, je vais lui dire le style, c'est est-ce que le produit est en stock? Si le produit est en stock, dans ce cas-là, je mets undefined, je ne veux pas rajouter de style à mon élément. Dans le cas contraire, je lui dis rajoute une couleur et je veux que ça soit en rouge. Maintenant que j'ai ce style-là, je peux l'appliquer à la partie qui contient le nom du produit. Pareil, j'écris un peu de JSDoc pour expliquer de quoi il en retourne. On continue, on va créer le composant qui va permettre de représenter une catégorie. Donc je crée un nouveau fichier que je vais appeler product catégorie row.jsx. On va exporter une fonction qui s'appelle product catégorie row. Pour une catégorie, finalement, on n'aura que le nom de la catégorie. Et on va retourner un tr, encore une fois, un td. Par contre, on n'en aura qu'un seul. Donc, on va lui dire de faire un call span de 2. Et attention, c'est bien un camel case ici. C'est pas call-span. À l'intérieur de ce td-là, on va mettre le nom de la catégorie. On va aussi choisir de mettre ce nom en gras pour un petit peu plus le mettre en avant. Et on rajoute de la JSDoc. On a maintenant fini avec les composants de bas niveau, donc on va pouvoir remonter dans notre app.jsx et on va créer le composant qui les regroupe tous. C'est le composant product table. Ce composant, lui, va recevoir en paramètre la liste des produits. Donc on va lui dire, tu auras une propriété qui va être products. Son objectif, c'est de créer le tableau. Donc on va retourner un tableau. Hop. On va commencer par mettre les en-têtes. Donc on va mettre un thead, un tr, un th, et on va mettre le nom du produit, et en dessous, le prix. Après, on va créer la partie tbody, et c'est ça qu'on va devoir remplir avec nos différents composants product row et product category row. Pour l'instant, on ne va pas s'embêter, on va utiliser ce composant directement ici, product table, et on va lui passer la liste des produits. Donc nous, c'est cette liste-là. Donc on voit bien qu'on a notre tableau. On va peut-être lui donner la classe table pour qu'il prenne l'entièreté de la largeur. Et on va maintenant gérer les différentes lignes. Pour générer ces différentes lignes, je me dis que je vais parcourir l'ensemble des produits. À chaque fois que je rencontre une nouvelle catégorie, ça voudra dire que je veux insérer un product category row. Et à chaque fois que je rencontre un produit, donc pour chaque ligne, je créerai un product row. Là, on va partir du principe que les catégories sont organisées et qu'on n'a pas un mélange un petit peu entre les deux. Donc à ce niveau-là, je vais me créer une constante que je vais appeler rows et ça va être un tableau qui va contenir mes composants. Maintenant, je vais parcourir mes produits. Donc for let product of products. J'ai besoin de savoir la précédente catégorie que j'ai rencontrée. Donc je vais créer une variable que je vais appeler last category et par défaut, on va mettre nul. Là, on va lui dire si la catégorie du produit est différente de la dernière catégorie que j'ai rencontrée. Dans ce cas-là, ça veut dire que dans mon tableau, je vais pousser un nouvel élément de type product category row. Donc là, je passe un élément de type product category row. Je vais avoir besoin de lui passer le nom de la catégorie. Donc nous, ça sera product.category. Et je peux fermer mon composant. Donc je peux utiliser des composants dans des tableaux, ça pose aucun souci. C'est du JSX, on a le droit de le faire. Par contre, comme on avait dit, lorsque l'on utilise des tableaux, il faudra impérativement que les éléments aient des clés pour qu'ensuite React puisse les retrouver. Donc au niveau de la clé, on ne va pas s'embêter ici, on va utiliser le nom de la catégorie. On partira du principe qu'on n'a pas forcément de conflit entre le nom de la catégorie et le nom du produit. Sinon, il faudrait utiliser une clé un petit peu plus complexe. Ensuite, on va lui dire, il faut que tu mettes à jour last category en utilisant le nom de la catégorie produit. Et ensuite, on poussera aussi dans nos lignes le produit en question. C'est important, sinon on ne le verra pas. Donc à ce niveau-là, je vais utiliser mon composant product row, je lui passe en paramètre le produit, et je vais utiliser comme clé le nom du produit. Donc ça sera product.name. Et je ferme. Donc j'ai maintenant mon tableau qui va contenir mes différents éléments, et je peux utiliser ce tableau au niveau de mon tbody, sachant que chacun de ces éléments renvoie un tr, donc en termes de structure HTML, c'est correct. Donc je vais utiliser ici mes lignes. Je vois que automatiquement ça a bien fonctionné. J'ai mes différents produits avec un groupement par catégorie. Et le fruit de la passion et la citrouille sont bien en rouge parce qu'ils ne sont pas en stock dans mon objet.
Donc vous voyez là, avec cette décomposition en composants, on a réussi à créer notre interface. Alors effectivement, on a dû créer pas mal de code parce qu'on a créé nos différents composants. Lorsque vous allez commencer sur un projet, ça va être toujours un petit peu le même problème. Vous allez devoir créer les composants de base, mais une fois que vous les avez créés, comme par exemple checkbox et input, vous pouvez les utiliser partout. Donc vous allez évidemment aller beaucoup plus vite. Vu que là, on est dans un tutoriel et qu'on doit tout créer à la main, et initialement, ça prend un petit peu plus de temps. Donc maintenant, on arrive au problème du système de recherche. Ce système de recherche, on a envie de le faire fonctionner. On a envie que quand on clique ici, par exemple, ça masque les produits qui ne sont pas en stock. Donc c'est là qu'il va falloir réfléchir à où est-ce qu'on place l'état. Pour savoir où le placer, il faut réfléchir à qui a besoin d'avoir l'information. Moi, je me dis qu'on a à la fois la search bar qui va avoir besoin de savoir est-ce qu'on a filtré ou non, et on a aussi le product table qui va avoir besoin de savoir s'il doit afficher les produits en stock ou non. Donc typiquement, vu que c'est ces deux composants qui en ont besoin, on va mettre la logique dans le composant parent. Donc dans le composant parent, on va mettre ici une constante et on va utiliser un useState. Donc le useState nous renverra un tableau de taille 2. Nous on va l'appeler show stock only et ensuite on aura le setter qui s'appellera set show stocked only. Et on fera un useState, par défaut ça sera à false, la case sera décochée. Donc ça veut dire que la search bar, elle va avoir besoin de savoir si on doit afficher les choses en stock ou non. Donc au niveau de la search bar, je vais lui passer une propriété show stocked only et je vais lui passer la valeur que l'on a ici. Mais la search bar a aussi besoin de communiquer avec le parent pour dire « Ah, au fait, l'utilisateur a coché cette case-là, donc il faut que tu changes les choses. » Donc on va aussi avoir un événement que l'on va pouvoir utiliser et on va l'appeler on stocked only change. Et du coup, on câblera directement à cette propriété-là. Donc pour l'instant, ces deux propriétés n'existent pas. Donc on va venir modifier notre search bar. Dans notre search bar, on va lui dire « Je vais avoir un show stock only et un on stock only change ». La case à cocher, plutôt que de mettre false tout le temps, je vais lui dire « Ça sera cette valeur-là ». Ensuite, lorsque on change la valeur ici, on va aller peut-être un petit peu à la ligne pour un peu plus de clarté. Voilà. Lorsque je change les choses, moi je reçois un booléen. C'est ce que l'on avait dit au niveau de checkbox. Donc ce que je peux faire, c'est directement envoyer ce booléen à cette méthode-là, qui le renverra au set show stocked only, qui permettra de passer la valeur de true à false et inversement. Donc à ce niveau-là, je lui dis, lorsque la valeur dans la checkbox change, je veux que tu appelles le onStocked only change. Maintenant, si je clique et que je décoche, on voit bien que ça fonctionne. Notre champ est contrôlé par React. On va pouvoir faire la même chose au niveau de la recherche. Donc je vous laisse essayer de le faire. Et ensuite on corrige ça ensemble. Donc pour la recherche, c'est la même chose. On fait un search, set search. On met un useState avec une valeur initiale comme chaîne de caractères vide. Je vais lui passer ici la valeur de la recherche. Et aussi, forcément, le on search change. Et ça sera set search. Je définis ces deux propriétés à ce niveau-là. Et en dessous, je vais pouvoir lui dire au niveau de l'input, la valeur, ça va être la valeur de search. Et au niveau du on change, je veux que tu passes on search change. On essaie maintenant de faire une recherche et on voit bien que ça fonctionne. Ok. Le problème, c'est qu'on a maintenant l'état de ce composant app qui va changer lorsqu'on fait une recherche ou lorsque l'on coche cette case-là, mais par contre, il faut que l'interface en dessous change. Alors là, il y a plusieurs approches. Une première serait de passer ces informations-là de recherche et de show stock only directement au product table, qui lui se chargerait là, dans sa boucle d'ignorer certains produits et de ne pas les générer. C'est une première approche qui est viable, mais qui complexifie un petit peu notre product table, qui va se retrouver à rajouter de la logique. Si demain on veut rajouter de nouvelles conditions dans notre moteur de recherche, ça veut dire que notre product table doit être modifié aussi. Une autre solution, c'est de dire, en fait, notre listing produit, il s'attend à avoir un tableau de produits. Il me suffit dans ce composant-là de changer la valeur des produits et d'avoir une valeur qui est filtrée. Donc à ce niveau-là, on va créer une nouvelle constante que l'on va appeler visible products. On va lui dire prends les produits et on va utiliser une fonction filter pour retirer certains éléments. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va d'abord regarder est-ce qu'on a show stock only. Donc on va lui dire ici si on a show stock only et que mon produit n'est pas en stock, donc le produit n'est pas en stock, dans ce cas-là, je return false. Il ne faut pas garder l'élément.
Et ensuite, plutôt que d'envoyer la liste de tous les produits à notre composant de tableau, je ne lui envoie que la liste des produits qui sont censés être visibles. Et dans le cas où tout s'est bien passé, je return true. Si on fait un essai de suite, je coche cette case-là et on voit qu'en fait, ça change notre tableau et automatiquement React met à jour le tableau que l'on a en dessous. Si on veut gérer la recherche, c'est pareil. On lui dira si on a search et que le nom du produit n'inclut pas la recherche, dans ce cas-là, on return false aussi. On retire l'élément de notre tableau. On va faire un essai, je coche ici, je me dis je veux juste ce qui a le nom fruit et on voit que ça fonctionne. Pareil, si je mets dragon, si je mets apple, et on a notre système de recherche qui fonctionne en live. Donc ça, c'est ce que l'on appelle une valeur dérivée. Et en fait, c'est une valeur qui dépend de l'état du composant et qui est dérivée à la volée. À chaque fois que l'état du composant change, cette valeur-là va changer. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, ce que je vous invite à essayer de faire, c'est d'utiliser un input de type range dans votre search bar pour pouvoir lister les produits en fonction d'un prix. Bon, typiquement, je vous fais l'exemple rapidement, mais je vous laisserai écrire le code. On aurait un input de type range que l'on mettrait peut-être en dessous ici. Je vous invite à créer un composant qui permettrait par exemple d'avoir le label intégré à l'intérieur. Et à ce niveau-là, on mettrait une valeur minimale de 0 et une valeur maximale de 10. Et on aurait, j'ai oublié de fermer la balise, comme ça, ce petit truc-là qui permettrait de filtrer les prix. Donc je vous laisse essayer de le faire et ensuite je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre où on parlera de nouveaux hooks en plus du hook useState. Mais vous voyez que déjà, rien qu'avec ce hook-là, on peut faire des interfaces qui sont pas mal complexes. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.